Et on s'essaie dans des proportions assez importantes de s'abonner à des titres payants ou d'acheter de la presse au numéro, par exemple, mais aussi on s'essaie de regarder la télévision en mode linéaire. Alors ça a beaucoup bouleversé la structure économique des médias, ce qui est évidemment un élément essentiel pour comprendre la difficulté dans lesquelles les médias se trouvent du point de vue de leur audience. Les médias en économie, c'est ce qu'on appelle des marchés bifaces, c'est-à-dire c'est des plateformes qui réunissent de l'audience d'un côté, qui paye souvent pour le contenu de la presse ou de la télévision, par exemple par abonnement, et puis des annonceurs publicitaires de l'autre. Donc vous voyez que la baisse de l'audience dans une plateforme biface, ces effets sur les revenus sont amplifiés par la baisse des recettes publicitaires, puisque les annonceurs suivent les consommateurs, et au lieu d'investir dans les médias où se trouve l'audience, ils investissent plutôt sur les plateformes numériques. Alors parfois dans les médias que sont les plateformes numériques, mais parfois aussi complètement ailleurs. Alors ça, c'est le premier mécanisme, perte de recettes du lectorat, perte de recettes publicitaires, qui explique la baisse de revenus de la plupart des médias. Il y a des exceptions, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a une deuxième source de perte de recettes, c'est que Google et Facebook, qui sont les deux acteurs dominants sur le marché de la publicité numérique, ils ont aussi intégré toute une série de fonctionnalités qu'on appelle les ad tech. Et évidemment, comme tous les acteurs qui ont un pouvoir de marché sur un marché, Google et Facebook captent une partie croissante des recettes publicitaires, c'est-à-dire qu'en fait, ils captent des rentes en exerçant leur pouvoir de marché sur ces plateformes et sur les ad tech. Alors, ça fait que non seulement les annonceurs investissent moins dans les médias, mais que quand ils investissent, une part croissante de la rente amenée par les annonceurs passe dans la poche de Google et de Facebook. Donc ces pertes de revenus très importantes, c'est la première couche, disons, des difficultés des médias. Et puis la deuxième couche, alors elle se relie encore plus directement à notre sujet du jour, c'est le fait que les médias sont de manière croissante concurrencés par des nouvelles formes. Alors, un peu frontières, certaines sont des formes d'information. Par exemple, en France, on peut citer Brut ou Hugo Décrypte, qui sont des nouveaux formats de médias qui sont peut-être mieux adaptés à ce que les jeunes, une population jeune, souhaitent regarder. Et ça, on peut dire que c'est de l'information. Mais il y a aussi sur le marché des gens qui se présentent comme des producteurs d'informations et qui sont en réalité des influenceurs et qui captent une partie très importante de l'attention des spectateurs. Alors ça, c'est très embêtant parce que les influenceurs, ils jouent massivement sur le fait que les plateformes aiment bien les contenus qui concentrent des auditeurs ou un lectorat, une audience nombreuse à cause des mécanismes de la publicité. Or, ce que les gens aiment massivement, c'est plutôt les contenus émotionnels que les contenus à proprement parler informationnels. Les contenus émotionnels ont cette propriété de cliver, de polariser les audiences parce que on est pour, on est contre, et ça renvoie exactement à la table ronde précédente à laquelle on a assisté tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de rationalité souvent dans le caractère émotionnel des énoncés qui sont proposés par ces influenceurs. Alors dans ces conditions, comment s'assurer que l'information est produite par des professionnels, c'est-à-dire des gens dont le métier est de produire des énoncés informationnels recoupés, vérifiés et rationnels d'une certaine manière, c'est-à-dire en fait des journalistes principalement, ayant le souci de l'objectivité, de la véracité des faits et de la couverture du réel. C'est exactement ce que cette table ronde va essayer d'examiner. Merci beaucoup Anne. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier tour de table. Vous parliez des journalistes, vous parliez des nouvelles formes d'information. Est-ce qu'elles sont en concurrence? Est-ce qu'on va voir? Mélissa, vous êtes la seule journaliste présente sur ce panel. Comment vous, en tant que journaliste, vous voyez et vous vivez cette nouvelle concurrence? Pour nous, les changements, c'est vrai que c'est pour mes chefs que la question de la stratégie par rapport à ce que vous disiez sur la façon de monétiser finalement l'information, c'est pour eux que la question se pose. Pour nous, les journalistes sur le terrain, c'est plus des changements maintenant liés à ce dont vous avez parlé aussi, le changement vers le numérique, qui a été un défi énorme pour nous, qui sommes encore la première source d'information au monde, mais hyper concurrencée, bien sûr, comme vous le disiez, par des influenceurs.
et par d'autres formes de journalisme et de liens entre le public avec des journalistes. Je pense par exemple à Hugo Décrypte, qui a fait un truc super en France. Et comment garder finalement une place dans ce monde-là. Donc, une partie, c'est justement dans un monde où nous sommes face à beaucoup de désinformations, beaucoup d'informations qui n'ont pas été vérifiées ou qui sont subjectives ou émotionnelles et transmises et reçues comme ceci, continuer d'essayer d'expliquer que les systèmes de vérification que nous avons de l'information dans les médias legacy, comme ils disent, ont un rôle important à jouer, qu'il est possible d'aller chercher des faits et de les checker, de les vérifier pour les représenter ensuite comme étant factuels, mais en faisant ceci, en profitant aussi finalement des nouvelles façons de faire les choses. Ce qui est en train de partir, vous le disiez, c'est la télévision linéaire. Nous, c'était notre ADN pendant 45 ans depuis que CNN a été créé, et toute la difficulté a été de tourner ce navire pour qu'il arrête de faire ça, tout en gardant finalement ce qui était sa force, c'est-à-dire donc la réputation journalistique, la crédibilité de la marque, et aussi, surtout, dans notre ADN, la qualité des images. Aujourd'hui, je me rends compte, je regarde même les grands médias, la BBC, il y a beaucoup de médias qui ont arrêté vraiment de s'en occuper. Nous, au contraire, on a continué. Que font les nouvelles formes de communication? Je pense aux vidéos verticales. Sur le terrain, ça change notre façon de travailler, puisqu'on ne fait pas simplement de la télé ou des articles pour les plateformes numériques. Maintenant, on va aussi tourner, filmer tout ce qu'on fait, tous les sujets qu'on traite, toutes les missions qu'on fait. Là, quand on est sur place, on va les traiter de façon verticale avec nos téléphones aussi. Ce qui aussi amène une certaine créativité aussi, ça nous demande une nouvelle créativité. Ça crée d'autres liens finalement entre le public, l'image et les journalistes qu'ils avaient l'habitude d'avoir plutôt par la télévision linéaire. Donc c'est à la fois un défi, mais c'est aussi une nouvelle façon finalement d'aborder l'info qui est assez intéressante pour nous une fois qu'on est sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est un défi important, et je pense que personne n'a encore tout à fait trouvé la solution pour faire le passage de l'un à l'autre. Est-ce qu'il faut moins de gens ou plus de gens sur le terrain pour ça, justement? Plus de gens sur le terrain, moins de managers dans les bureaux, mais ça aussi c'est une transition difficile et qui coûte cher finalement. Le problème il est là aussi, c'est que envoyer des équipes sur le terrain, des caméramans, des reporters, ça coûte de l'argent. Et donc continuer à faire des choses qualitatives qui sont chères à produire en réfléchissant à comment elles sont monétisées maintenant que la télé disparaît petit à petit, le défi il est là. Merci Mélissa. Justement, vous parliez des chefs, c'est eux qui sont confrontés au premier rang, ce qu'on appelle les éditeurs. On va leur donner la parole. David, comment ce changement radical de l'information, comment il se traduit, vous, dans votre industrie, en tant que patron de chaîne? Alors peut-être avant de répondre à ça, vous le disiez Anne tout à l'heure, la guerre des récits, elle a toujours existé. Quand Napoléon crée le bulletin de la Grande Armée ou dicte à Lascaux ses mémoires à Sainte-Hélène, c'est déjà dans cette optique d'imposer son récit. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. En revanche, il y a une conjonction de deux choses qui créent ce monde tellement nouveau et tellement complexe. Il y a en même temps de la technologie, et on va y revenir parce qu'elle joue un rôle absolument fondamental, et de l'autre, il y a une fragmentation de la plupart de nos sociétés, en tout cas occidentales, en différents groupes, dont les centres d'intérêt, disons, ont tendance plutôt à éloigner les uns des autres. Et alors pourquoi? Donc cette technologie, elle est fantastique, elle a changé nos vies, Stanislas y reviendra certainement, mais elle n'a pas que des avantages. Et notamment, elle permet ce qu'on appelle un marketing, disons, one-to-one, qui, dans le domaine du commerce, est extrêmement efficace, mais qui est aussi efficace dans le domaine de l'information, et là, pour le coup, pas pour le meilleur. Et quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avez ce fameux biais de confirmation qui fait qu'en fait, vous avez envie de voir, envie d'entendre, envie d'écouter des choses avec lesquelles vous êtes déjà d'accord. Et donc, ce qui fait que des gens qui pensent que la Terre est plate vont trouver plein de contenus et plein de gens qui pensent comme eux, des fans de telle ou telle musique ou de tel ou tel bord politique vont être de plus en plus entourés de gens qui pensent exactement comme eux. Et ça fait que ces différents îlots, disons pour reprendre les termes de Fourquet il y a quelques années, font d'une part intensifient le mouvement d'opposition les uns envers les autres, brutalisent ce rapport de façon extrêmement forte et l'amplifie. Donc je dirais que c'est évidemment devenu très complexe pour nous. Les fake news qui vont se développer de manière
très très fortes vont accélérer ce phénomène. Et on a cette impression bizarre pour nous qui sommes des médias grand public. Nous, notre vocation, quand on fait un journal sur RTL, sur M6, on a pour vocation de parler à tout le monde. Et on a l'impression que l'accès au monde n'a jamais été aussi facile de trouver n'importe quelle information sur n'importe quel sujet. Je demande à n'importe qui dans cette salle, réduire la température d'une salle, par exemple en plein Cagnard à Aix. Mais plus sérieusement, c'est très facile de trouver toutes les informations. Et en même temps, on a l'impression que l'horizon mental des gens s'est rétréci et que l'horizon de l'espace public s'est rétréci. Et c'est ça qui rend notre monde compliqué. Alors les fake news, elles sont de plus en plus importantes, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus industrielles. Je crois que pendant la dernière élection présidentielle, il y a plus de 1300 titres de presse inventés, faux, qui ont été créés avec des noms évidemment parfaitement cohérents, je ne sais pas, The Grand Canyon Chronicle ou d'autres, qui ont publié à leur tour des dizaines, des centaines, des milliers d'articles, écrits souvent par de l'IA, et qui avaient pour vocation évidemment de faire basculer l'élection plutôt d'un côté ou d'un autre. Donc c'est devenu un phénomène absolument massif, et avec l'IA, ça va encore empirer, disons, dans les mois et dans les années qui viennent. Alors comment on fait ? Il y a au moins 3 choses qu'on doit faire. La première, c'est redonner de l'argent, remettre de l'argent dans l'information. C'est absolument fondamental. Nous croyons à l'information. Nous croyons à ce que font nos 300 journalistes dans le groupe M6 sur le terrain. On croit au journalisme de terrain, c'est-à-dire d'aller récupérer l'info au plus près, de la vérifier. On croit beaucoup plus à une information journalistique qu'à une information algorithmique, et c'est quelque chose qu'on doit évidemment, un discours qu'on doit continuer de marteler. Et c'est mon deuxième point, qui est qu'il faut qu'on forme. Dans ce monde de l'image, dans lequel la différence entre la réalité et l'illusion est devenue tellement invisible, apprendre aux gens, dès le plus jeune âge, à l'école, et puis après, plus tard, à vérifier, à demander les sources, à double-checker, etc. Faire ce travail presque journalistique, en fait, va devenir fondamental. Et puis le troisième élément, je voudrais finir là-dessus, c'est qu'on a besoin d'une prise de conscience forte des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, parce que on parle de guerre de récit, mais c'est d'abord une guerre technologique, c'est d'abord une guerre économique entre les États-Unis, l'Europe, la Chine. On avait de l'avance, on a pris un retard incroyable, on n'existe plus dans ce monde. Il faut savoir que 92% de vos données privées des Européens sont stockées sur des serveurs américains. Je pense qu'avec le président actuel, on se rend compte que ce qu'on croyait peut-être quelque chose de stable ne l'est pas du tout. Donc on doit en finir avec la naïveté. C'est une guerre technologique et l'IA va encore accélérer ça. Il faut que l'Europe, comme continent, se ressaisisse. Merci David. Vous disiez c'est une guerre économique. On a la chance d'avoir avec nous un ancien conseiller maître à la Cour des comptes, ancien président de l'AFP, ancien numéro 2 d'Orange. Donc l'économie, ça vous connaît, Pierre. Comment voyez-vous cette évolution des modèles économiques depuis une vingtaine d'années dans les médias ? Alors moi j'avais envie de... je souscris complètement à ce qui a été dit juste antérieurement. J'avais envie d'essayer de raconter un peu le voyage de titres qui viennent de la presse écrite. Dans quel voyage sommes-nous engagés ? Et puis de dire aussi un peu ce qu'il fallait pour que ce voyage continue bien et se passe dans des bonnes conditions. Donc le voyage, c'est une expression qu'on a souvent formulée ici ou là, mais qui paraît assez justement résumer toute cette histoire. On est en train de faire un grand voyage de Gutenberg à Zuckerberg. Ça résume vraiment ce mouvement dans la presse écrite au départ, qui vient de monde dans lequel il y a des énormes imprimeries, des énormes bobines de papier, il faut distribuer, porter, vendre dans des kiosques, et on est en train, et on a déjà beaucoup numérisé, et c'est là où on retrouve la technologie dont David parlait, on a numérisé énormément nos activités. Donc ce voyage, on le fait avec quelques convictions fortes, et vous les avez mentionnées. Il faut des gens sur le terrain,
Il faut aller chercher l'information, la vérifier, la sourcer. J'étais PDG de l'AFP, on avait des pratiques et une vérification constante de ce qui sortait. Mais c'est pareil chez Reuters ou AP. Il faut aller la chercher et on ne va pas demander à des robots d'aller la chercher. Il faut vraiment des gens qui aient des connaissances de l'intuition. Donc ça ne change pas. Ce qui change dans le voyage, et ça a été mentionné un instant aussi, c'est la notion même de la vérité. Hannah Arendt l'avait annoncé au siècle dernier. Elle disait à la fin du XXe siècle, la vérité deviendra, le fait plutôt, deviendra un objet de discussion. Un fait est un objet de discussion. Et ça, on l'a vu. On a vu apparaître, grâce à la créativité conceptuelle de nos amis outre-Atlantique, hein, il faut bien le dire, la notion de fait alternatif, la notion de contre-fait, très contre-fait, c'est fait, la notion de fait un peu qu'on oppose à une vérité qu'on ne veut pas voir. Bon, tout ça, c'était un peu annoncé, mais c'est un changement dans le voyage. Et dans ce voyage-là, qui va vers le numérique de plus en plus, évidemment, on a une capacité dans le numérique à projeter, produire, multiplier ce genre de faux faits et d'espaces de commentaires, comme tu disais à l'instant, dans lesquels les gens qui pensent la même chose se retrouvent, ce qui est exactement l'antithèse de la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne se confronte plus à une opinion différente, on est conforté dans son tunnel cognitif par les opinions que les autres ont et qui sont les mêmes. Donc c'est un voyage comme ça très, très compliqué. Dans ce voyage, il y a quelques paramètres économiques, parce que vous m'invitiez à les souligner. On perd en fait des acheteurs de journaux en kiosque. C'est ce qui rapporte encore aujourd'hui le plus à chaque journal, que quelqu'un l'achète en kiosque. Donc je vous invite très vivement, quand vous aurez le courage d'aller vers les kiosques qui restent ici ou là, il y en a quelques-uns à Aix. Il enferme à peu près 1000 par an à Paris, en région parisienne, donc il y a de moins en moins d'endroits pour acheter son journal. C'est ce qui rapporte le plus. Un abonné papier rapporte X, il faut 3 ou 4 abonnés numériques pour compenser la perte d'un abonné papier. Ça, c'est une autre règle économique. Donc les paramètres économiques, les paradigmes économiques, ils sont extrêmement durs. Et puis alors, il y a deuxième idée, une chose qui a beaucoup changé dans notre économie à nous, c'est l'intermédiation dont on fait désormais l'objet. En fait, dans le numérique, et on y reviendra aussi, on peut parler de CNN, c'est le même problème. Dans le numérique, maintenant, on va dire 70% de notre trafic, des gens qui viennent nous visiter, ne font pas directement notre adresse. Ils ne tapent pas une adresse, Les Échos, Le Parisien. Ils passent par un moteur de recherche ou ils viennent d'un réseau social. Donc on a été violemment intermédiés. Avant, c'était direct. On vendait des journaux ou on les envoyait dans des boîtes et on avait une relation directe. Donc dans cette économie de la relation, qui est celle qui prévaut, et Stanislas le dira aussi, hein, c'est l'économie de la relation qui est devenue, avec la plateformisation, vraiment la règle du jeu aujourd'hui. Eh bien, dans cette économie de la relation, on a été largement désintermédiés. Donc en fait, on a moins de connaissances sur nos clients, puisque ces connaissances sont en partie, ces data captées par les intermédiaires, et on est de plus en plus entre leurs mains. Je lisais, il y a 2 jours, une information sur l'évolution du trafic sur des grands sites américains, vous l'avez certainement vu. On a, d'une année à l'autre, des baisses, par exemple, de 29% pour le Washington Post, 29% pour le LA Times, 24% pour CNN.com, des baisses énormes de trafic. Donc c'est quand même impressionnant, on se dit qu'est-ce qu'on fait moins bien ? Qu'est-ce qu'on a changé ? Mais on n'a pas changé, on continue à faire le métier et les journalistes le font aussi bien qu'ils peuvent. Dans le groupe Les Échos Parisiens, on a 720 journalistes, je crois, qui n'ont pas changé leur méthode, mais ça vient de cette dépendance avec les grands fournisseurs de trafic. Quand leur réglage à eux change, quand eux-mêmes perdent du trafic parce que les LLM développent du trafic, ben tout d'un coup, on voit ce trafic baisser. Et donc on est dans cet état de dépendance économique qu'Anne connaît bien, a bien décrit dans des travaux justement sur le droit de la concurrence. On est soumis largement, quand on n'a pas la chance d'avoir un trafic direct majeur, ce qui est le cas pour d'autres modèles, hein, on est entre les mains de ceux qui vous fournissent ce trafic. Et donc cette dépendance économique, elle a plein de conséquences. C'est que ce sont les mêmes moteurs de recherche qui vont collecter nos datas pour faire des modèles de LLM et les mêmes moteurs qui nous référencent. Donc c'est assez difficile de dire à un moment, arrêtez de collecter mes datas et de dire, je vais arrêter d'être référencé. Et donc d'un seul coup, je vais perdre potentiellement 10, 20, 30, 40, 50% de mon trafic parce que je serai déréférencé. Donc voilà, en gros, dans ce voyage vers le numérique, énormément d'obstacles devant nous, beaucoup de règles du jeu à réinventer. Et simplement pour être un peu positif, on a, pour quelques-uns d'entre nous, la chance d'avoir des actionnaires qui sont solides, qui ont des horizons de vue lointains, qui y croient, qui pensent que c'est important de continuer à financer des activités qui ont quelque chose de très direct à voir avec le socle démocratique, nourrir des citoyens informés
d'informations vérifiées, sourcées, authentiques. Et donc, voilà, on va pouvoir continuer à financer ce voyage-là, mais j'allais dire, rien ne nous aura été épargné, quoi. Chaque semaine, chaque mois, un nouveau concurrent ou un nouvel acteur apparaît, je finirai par là, un nouvel acteur qui dit « Écoutez, tout ce que vous avez fait, c'est très bien, on va le collecter, et puis d'ailleurs, on va le monétiser, le vendre à d'autres. » Et là, on se dit, c'est bizarre, cette action de prendre quelque chose qui n'est pas à soi et de la revendre, ça porte un nom dans le commerce depuis les tablettes en cire babylonienne. Je ne vais pas dire le mot, mais je pense que vous avez compris. Merci Pierre. On reparlera sûrement de cette histoire des plateformes adversaires ou partenaires. Je crois que les gens sont plutôt d'accord avec vous. Guerre technologique, guerre contre les fake news, plateformisation. Stanislas, tout le monde se tourne vers vous. C'est peut-être pas évident forcément pour tout le monde de se dire mais pourquoi Doctolib est là? En fait, en préparant cet entretien, on s'est rendu compte que vous aviez beaucoup de contenu en fait, Doctolib. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Ben déjà, bonjour. Très heureux d'être là. Très heureux de parler d'information et très heureux de prendre un pas de côté sur la désinformation en santé. Et ça a été dit ici, ça a été dit à la table ronde juste avant moi, la désinformation en santé, ce n'est pas un épiphénomène, c'est un problème de santé publique majeur. Pourquoi? Parce que, et vous le savez probablement, les besoins en santé, ils ont considérablement augmenté, vieillissement de la population, un tiers de nos populations malades chroniques. Et les recherches d'informations en santé ont aussi considérablement augmenté. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais 10% des recherches de Google dans le monde sont de la recherche en santé. 15% des questions à ChatGPT sont des questions en santé. Et dans le même temps, tous les 5 ans, il y a 2 fois plus de connaissances médicales produites. Tous les 73 jours, il y a 2 fois plus de publications produites dans le monde. Et donc, on peut se dire, extraordinaire. Les patients veulent être autonomes, veulent être experts. Extraordinaire. Il y a une abondance de connaissances médicales. Il y a des organismes qui vérifient ces connaissances médicales. Extraordinaire. On va tous être en meilleure santé. Le problème, il y en a 2, et ça a été dit avant moi, c'est que 40% des informations en santé sur les réseaux sociaux, sur Internet, sont erronées. Le problème, c'est que l'algorithme des grandes plateformes de ce monde, il pousse la viralité et l'engagement, il pousse la simplicité versus la véracité des faits. Et dans la santé, dans le monde scientifique, ça pose une question majeure. Ça pose une question majeure qui fait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne se vaccinent pas. 2 fois plus de crainte par rapport à la vaccination en France sur 10 ans. On est un des pays européens qui vaccine le moins. 30% des patients français ont déjà dit arrêter un traitement, un soin, à cause d'une information vue sur les réseaux sociaux. Et donc vous l'avez bien dit, aujourd'hui les gens ils s'informent sur ChatGPT, sur Google, mais ils se soignent. Et ils prennent des décisions irréversibles pour leur santé. Donc oui, je pense qu'il y a une guerre. Oui, je pense qu'il faut reprendre le contrôle sur l'information en santé en particulier. Et donc je pense que nous, on a un rôle à jouer. Pouvoir public, soignants, autorités sanitaires, entreprises du numérique, françaises, européennes, pour reprendre ce contrôle sur la connaissance médicale. Reprendre ce contrôle pour que les patients français, européens, vous, moi, on puisse avoir accès à de la connaissance médicale vérifiée et sourcée. Pour que les soignants français, européens, ils puissent avoir accès à la connaissance médicale vérifiée et sourcée. Et vous avez parlé de l'IA. C'est sûr que l'IA rebat encore une fois les cartes de comment on consomme ces plateformes technologiques, comment on consomme l'information. Se pose la question de comment sont entraînés ces IA. Est-ce que les modèles de Gemini, de Llama, de Mistral, est-ce qu'ils sont entraînés sur des données vérifiées et sourcées de connaissances médicales? Est-ce qu'ils sont évalués sur des protocoles médicaux vérifiés? À l'heure de la consommation
à outrance de ces plateformes, à l'heure de l'émergence de ces IA, de ces agents. Moi, je pense qu'en France, on a une responsabilité d'aller reprendre le contrôle de l'information en santé qu'on communique aux patients et aux soignants. Et ça, est-ce que c'est trop tard pour le faire? C'est pas trop tard pour le faire. La révolution de l'IA, elle est maintenant. Pour une fois, nous, on a une des premières technologies au monde en santé, dans le quotidien des soignants et des patients. Et donc, est-ce que moi, je baisse les bras face à Google, Apple, Meta? Non, je baisse pas les bras. Par contre, est-ce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, autorités sanitaires, soignants, collèges de spécialité, patients, presse, pour reprendre le contrôle sur l'information en santé? Oui, je pense qu'on peut le faire. Parce que l'algorithme, la viralité, l'engagement, il ne remplacera jamais la véracité des faits, en santé et ailleurs. Merci Stanislas. On va finir ce premier tour de table avec vous, Tidhar. Vous apportez un regard international, un regard global, parce que je crois que l'International Fund for Public Interest Media est présent dans 20 pays, 30 pays, pardon. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà rapidement ce que c'est et comment vous voyez les choses avec peut-être des exemples un peu précis? Merci. Bien sûr, merci. Et je voudrais justement reprendre ce que disait Anne Perrault au départ dans sa excellente présentation. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de publications, il n'y a plus de pubs, et donc on est face à un phénomène. David a mentionné le fait que les kiosques fermaient, Pierre a mentionné le fait que les kiosques fermaient, mais aussi on a la presse qui se ferme. On a des médias indépendants dans les pays, surtout du Sud global, qui ferment tous les mois. Et donc nous avons créé le Fonds international pour les médias d'intérêt public. Donc c'est un fonds qui investit dans les médias indépendants dans des pays comme la Moldavie, l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie. Parce que dans ces pays-là, du moment où il n'y a plus de pub, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'acteurs, ces médias ferment. Et qu'est-ce qui se passe quand ces médias ferment? Eh bien, il y a des régimes autocratiques que vous connaissez tous qui reprennent la place avec des fake news, avec leurs propres médias. On a parlé de Herald, il y a le Boston Times. Qui a entendu déjà parler de Boston Times? Boston Times, encore une fois, c'est un média fake qui a été créé par les Russes, mais ça donne un nom qui ressemble à des médias qu'on connaît. Et à travers ces médias, on essaye de contacter le public, d'être un intermédiaire pour donner des informations qui sont fausses. Et le problème est particulièrement difficile dans des pays comme justement la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie. La Moldavie, par exemple, c'est un tout petit pays. La population est à peu près celle de l'agglomération de Marseille-Aix, un petit peu plus. Et la Russie a dépensé 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour les dernières élections. Dans la fraude, dans les médias, dans les fake médias, dans les fake news, etc., pour justement essayer de contrer la dynamique pro-européenne. Et donc nous, Fonds international pour les médias d'intérêt public, nous avons financé des médias indépendants moldaves qui sont allés sur le terrain, comme disait Émilie Sabel, pour faire des enquêtes, pour aller en caméra cachée et de témoigner de ce que fait la Russie pour contourner l'opinion publique et gagner les élections, faire gagner les élections les candidats pro-russes. Et comme vous savez, c'était Maya Sandu, la présidente donc pro-européenne, qui a gagné les élections. Et donc on est dans une dynamique que si on ne soutient pas les médias indépendants dans ce pays-là, et il ne s'agit pas de grandes sommes, ils vont mourir. Et donc nous, on va se retrouver, non pas avec une guerre économique, une guerre de Russie, mais carrément avec la guerre plus près de nos frontières, comme on le voit déjà en Ukraine. Merci Tidhar. Merci pour ce premier tour d'horizon où vous posez, je pense, très bien les constats. Je voudrais reprendre ce que dit Stanislas. Est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle ? Alors déjà, d'un point de vue économique, est-ce qu'on peut restaurer un modèle économique viable pour les médias traditionnels, les médias que vous avez, Pierre et David ? David. Alors nous, on a été un peu moins touchés, en tout cas touchés plus tardivement que la presse, mais on y est en plein. Aujourd'hui, la durée d'écoute de la télévision linéaire baisse. Alors nous, notre réponse, elle est simple, c'est d'accélérer sur le digital à fond et de maintenir les investissements dans les programmes. On croit à la matière première de ce que nous faisons, donc on continue d'investir de manière massive dans les programmes. Dans le groupe M6, c'est 500, à peu près un peu plus de 500 millions d'euros chaque année qui sont dépensés là-dedans. Et
Deuxièmement, c'est d'investir dans le digital avec une plateforme qui s'appelle M6+, avec la partie audio aussi sur RTL. Pourquoi c'est fondamental? Parce que on est passé dans une, je le disais tout à l'heure, dans cette société où la dimension, où l'espace public est rétréci. Donc, trouver des grands programmes qui, tous les soirs, regroupent plus de 3, 4, 5, 6 millions de téléspectateurs, c'est de plus en plus difficile. Ça existe, c'est le cas pour le sport, par exemple, c'est le cas pour quelques-unes de nos grandes marques, mais c'est extrêmement difficile. Donc, vous devez à la fois continuer d'investir dans ce que nous faisons et par ailleurs d'investir dans le digital qui vous permet de toucher des populations un peu plus petites avec des programmes qui sont plus spécialisés. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le fait avec beaucoup de détermination? Oui. Est-ce que ça nous permet d'être encore rentable, d'investir dans les programmes? Oui. Est-ce qu'on a en face de nous des concurrents plateformes américaines avec lesquelles on a l'impression de se battre à armes égales? Non, pas du tout. On a un carcan administratif de régulation qui a été construit pour une bonne part dans les années 80, qui a très peu évolué depuis. Le monde a tellement changé et on reste dans... Je pourrais en parler des heures, mais je pense que ça embêterait beaucoup de gens. On a quand même un problème de réponse politique et d'inadéquation entre le timing des affaires, le timing de la technologie, qui est rapide, qui est de plus en plus rapide, et puis un cadre réglementaire qui n'évolue pas du tout au même rythme que cette révolution-là. Pierre, restaurer le modèle économique pour les médias? Alors d'abord sur le timing, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi j'ai en tête un exemple, je crois qu'il a fallu 16 ans ou 17 ans à la Commission européenne pour faire un sommet sur le numérique après la naissance de Google. Donc, Google avait déjà 16-17 ans, il y a eu des sommets sur plein de sujets, tous intéressants et importants, mais il n'y avait jamais eu de sommet sur le numérique. Donc c'est intervenu à ce moment-là, donc ça montre que le délai de réaction n'est pas toujours la prise de conscience de la transformation que le numérique a apportée et dans l'ensemble de nos vies, institutions, réglementations et évidemment dans tous les aspects de l'économie, bon, ça a été très long. Alors nous, du côté de cette presse, encore une fois, en pleine transfo numérique sur tous les fronts, avec plein de diversité, des grands titres, des moyens titres, des petits titres. D'abord, on a la foi chevillée au corps, il faut quand même le dire. On y croit, parce que sinon, on ne ferait pas ces métiers-là. Ce ne sont pas des métiers que faciles, quoi. C'est dur, et quand on pense qu'on a surmonté un truc, il y a un nouveau problème qui arrive. On le fait parce que, vraiment, on l'a dit tous, à un moment ou à un autre, ça fait partie de ces récits. Ça a trait à la démocratie. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec le fonctionnement démocratique. Il y a un exemple d'une étude américaine qui a démontré que là où les journaux locaux disparaissent, la propension des gens à aller voter baisse très fortement. Les gens n'ont plus de journal local, ils se disent, bon, il y a d'autres choses, mais ça ne me parle pas de moi, ça ne me parle pas de ma réalité. Donc après tout, pourquoi est-ce que je consentirais à aller participer au mouvement démocratique? Donc ça, c'est quand même très inquiétant. On a besoin d'entretenir cette diversité. Alors, les modèles que l'on retient sont ceux d'abord d'adoption. On adopte les technologies, même les plus fines possibles. On essaie d'être à la hauteur, en fait, des enjeux. Donc on a, dans le groupe Les Échos Parisiens, maintenant 130 personnes qui font de la tech, du développement, des ingénieurs data, des développeurs back-front, enfin, tous ces métiers-là, on les a intégrés et on essaie de se présenter, et ça fait des années qu'on le fait, comme une médiatech compagnie, c'est-à-dire qu'on a des médias appuyés à de la tech. Parce que si on n'a pas la bonne tech, on ne va pas trouver les bons publics, on ne va pas savoir les mauvais français, les adresser, enfin s'adresser à eux, les toucher. On ne saura pas analyser les parcours qui font que quelqu'un nous fréquente puis s'abonne. Or, comme on est dans l'économie de la relation, on est dans l'économie de l'abonnement. Et là aussi, et David le sait bien, c'est l'abonnement, c'est clé. Combien d'abonnements un foyer français va-t-il souscrire? Est-ce que c'est 2,5, 3,5, 4,5, 5 ? Ça dépend pas mal des revenus. Puis la vie n'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc il y a forcément un abonnement à une grande plateforme américaine qui a plein de séries télévisées passionnantes. Oui, Canal, et puis une plateforme type M6, une plateforme Disney si on a des enfants. Et puis un journal, ça fait déjà 5 ou 6 abonnements, quoi, sans compter tout ce qui est par ailleurs par abonnement dans la vie d'un foyer. Donc on se bat pour ça, pour être à la hauteur, et on se bat contre des adversaires qui souvent, eux, ont une informatique toute neuve. C'est aussi ça la différence historique, c'est qu'ils ont créé des choses il y a moins longtemps. Est-ce que ça passe pas aussi par des alliances? TF1 a annoncé s'associer avec Netflix. Ce matin, France Télévisions a annoncé s'associer avec Amazon Prime. Est-ce que partenaires ou adversaires, les plateformes?
Les plateformes qui se créent s'appellent toute l'Alliance, comme l'Alliance pour la presse d'information générale que je préside. Donc on a une grande volonté d'alliance. Dans la presse, je vais le dire de façon très rapide, mais l'union est un combat, comme on disait dans les années 70. Donc il faut vraiment se battre tous les jours pour être vraiment ensemble, parce qu'il y a des différences, il y a des traditions, il y a des ensembles, des sous-ensembles, des familles. Mais on a beaucoup gagné à être ensemble. Par exemple, dans la bataille des droits voisins, qui est un sujet juridique un peu cryptique, mais en gros qui fait en sorte que les éditeurs aient une rémunération pour ce qui est utilisé par les grandes plateformes, Google, Meta en particulier. C'est l'union de la presse. Il y a eu quelques francs-tireurs, il y a toujours un ou deux francs-tireurs qui signent de leur côté en pensant que les démarches solitaires, individuelles, sont plus modernes, sont plus crues, sont plus cyniques. En fait, elles sont pauvres intellectuellement, elles sont pauvres en termes de générosité. Mais nous, on a réussi à faire signer pour 300 titres dans lesquels il y a beaucoup de titres régionaux ou locaux, de la presse hebdomadaire régionale, qui, par exemple, n'ont pas de directeur juridique. Comment aurait-il pu négocier quoi que ce soit avec des grandes plateformes qui, elles, ont des bataillons d'avocats? Là, oui, le regroupement, l'union, la mise en commun, le partage de compétences nous a permis d'agir. Ça commence toujours par des procès. On a gagné tous nos procès, c'est vraiment important de le rappeler. Ces procès ont rapporté pas loin de 800 millions d'euros à l'État, qui en a un usage infiniment créatif et nombreux, dont une partie nous échappe, une partie nous revient aussi, puisque c'était aussi un peu notre argent parfois au début. On va peut-être obtenir le fait que toutes les amendes qu'on fait gagner à l'État soient attribuées à un compte d'affectation spéciale qui fera qu'une partie de cet argent alimentera des dispositifs d'aide à la presse. Voilà, donc on progresse, on est unis essentiellement, et on essaie d'être créatif, imaginatif et plein d'énergie, parce qu'on pense que ce qu'on fait, c'est pas sans importance, en tout cas parce qu'on y croit beaucoup. Merci Pierre. J'ai l'impression quand même que vous parliez de la mauvaise prise en compte par les pouvoirs publics de vos préoccupations économiques. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a un mot qu'on entend tout le temps, c'est désinformation. Alors Tidar, vous voyez tous les dirigeants dans le monde, même en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne prise en compte de ces questions de désinformation? Est-ce que les moyens sont suffisamment mis sur la table pour lutter contre la désinformation? La réponse est oui et non. Il faut développer. C'est-à-dire, oui, je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience que la guerre se poursuit par d'autres moyens, c'est-à-dire la désinformation est un outil pour faire la guerre contre les pays. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie. En Géorgie, la Russie arrive à obtenir ce qu'elle voulait obtenir en Ukraine sans tirer une balle, sans déployer des chars, ni des rafales. Ni des avions de chasse. Et ils font ça grâce à la désinformation, grâce à la fraude électorale, etc. Donc ils dépensent beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de soldats. Et ils arrivent à obtenir le résultat, c'est-à-dire la Géorgie est en train d'être complètement prise sous tutelle russe. Et je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants, notamment européens, qui comprennent que c'est la situation. Est-ce qu'on a déployé assez de moyens pour répondre à ça? Je ne crois pas, parce que là, on voit cette très bonne prise de conscience, et on l'a vu à l'OTAN la semaine dernière, les dirigeants comprennent qu'il faut maintenant réarmer l'Europe, et ils le font. Mais il y a d'autres armes qu'il faut déployer aussi, et c'est la lutte contre la désinformation. Et ce que nous essayons de faire au sein du Fonds international pour les médias d'intérêt public, c'est-à-dire financer des médias indépendants qui, justement, dans la guerre des récits, ils contre le récit russe et ils essayent de faire émerger des récits locaux. Mais je voudrais rebondir brièvement sur ce que disait Pierre. Je pense que la clé est dans le monde européen ou dans le monde riche et dans le sud global, c'est d'essayer de trouver la clé pour attirer les jeunes. Parce que les jeunes, ce sont qui ne votent pas, mais c'est aussi eux qui ne consomment pas de médias. Moi, à côté de mes fonctions officielles, j'enseigne la géopolitique dans une université à Paris et je pose la question à chaque début de semestre, comment vous vous tenez informés aux étudiants? Et 90% disent c'est soit TikTok, soit Instagram. Et c'est les mêmes jeunes qui après décident de ne pas aller voter. Et on a vu la même dynamique en Roumanie. Aux dernières élections, en Roumanie, plus vous étiez jeune, plus il y avait une chance que vous alliez voter pour le candidat d'extrême droite, le candidat qui était vraiment l'équivalent de Trump. Et plus vous étiez âgé, plus vous consommez de l'information et vous aviez moins de chances, moins de probabilité que vous alliez voter pour le candidat extrême. Donc je pense que la prise de conscience, elle est double. C'est-à-dire, on ne peut pas juste se contenter de réarmer l'Europe sans penser à se réarmer contre la guerre de la désinformation. Merci Tidar. Stanislas,
l'État fait appel à vous parfois pour des campagnes de désinformation, non? Ouais. Nous aujourd'hui, on soutient 60 campagnes de prévention, toutes les plus grandes campagnes de prévention, pour accélérer la vaccination, le dépistage, l'adhérence au traitement, l'éducation thérapeutique. Et en fait, je l'ai dit sur l'information en santé, mais je souscris à ce qui a été dit avant. En fait, il y a 2 guerres qu'il faut qu'on gagne. La première, c'est la guerre technologique. Et vous l'avez dit, nous, on a 1000 ingénieurs, vous en avez quelques centaines. Meta, ils en ont 30 000. Google, ils en ont 60 000. Et donc, clairement, il y a une bataille technologique qu'il faut collectivement, on arrive à gagner dans la guerre de l'information, mais dans d'autres pans de l'économie. Et il y a une deuxième guerre, mais qui est liée, qui est la guerre des usages. C'est comment on fait pour reprendre le contrôle sur ces usages. Et vous voyez, moi, quand j'ai créé Doctolib, au début, je me suis dit, bon, je vais aider les soignants, je vais donner des super pouvoirs aux soignants. Et puis, ça a bien marché. Il y a eu des milliers de soignants qui m'ont rejoint. Et puis après, les patients m'ont rejoint. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ce qui venait, c'était ce qui est en train de se passer dans l'univers des médias, qui est que ChatGPT va remplacer le soignant. Google va remplacer le soignant. Et donc, petit à petit, je me suis dit, bah non, je ne vais pas laisser faire ça, parce que, 1, je crois en les soignants français, 2, je crois en la vérité médicale et scientifique, je crois en un modèle différent. Et donc, il y a quelques années, je me suis dit, bon, bah, il faut investir dans l'IA, il faut investir dans l'information santé. On est le compagnon de santé des Français, il y a 50 millions de Français qui l'utilisent, et donc, oui, on va se battre pour ne pas être désintermédiés, pour pas que nos soignants soient désintermédiés par ChatGPT, Google et d'autres demain. Et donc, est-ce que j'accepte que les patients se soignent sur Instagram et TikTok? Non. Par contre, est-ce que je suis naïf et je me dis qu'ils ne le font pas? Non plus. Et donc, je pense qu'il y a une guerre technologique, il y a une guerre des usages, et que clairement, il faut travailler avec les pouvoirs publics pour gagner cette guerre dans la santé, dans l'éducation, dans les médias, dans les secteurs qui font notre société, qui font qui on est et où on a envie d'aller tous ensemble. Et je pense que cette guerre, elle n'est pas finie du tout, du tout. Eux, ils ont, en 50 ans, remporté une partie de la guerre, mais les 50 prochaines années, on peut remporter cette guerre-là. Par contre, c'est sûr qu'il faut travailler tous ensemble, pouvoir public, acteurs privés, pour réussir à le faire. Merci Stanislas. Mais Mélissa, dans votre pratique journalistique, on parlait des plus jeunes. Est-ce que vous avez changé de ton? Est-ce que vous faites des TikTok? Comment vous... Oui, justement, bien sûr, beaucoup pour attirer les jeunes. Tidar a raison, c'est notre grand combat du moment et ça passe par des plateformes comme TikTok, comme Insta. Mais je voulais juste insister aussi sur tout ce dont on vient de parler, à quel point tout ça est accéléré depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Vous parliez, Tidar, de toutes ces chaînes, toutes ces stations, tous ces médias locaux, régionaux qui étaient soutenus avant par des fonds américains publics qui ont été coupés du jour au lendemain. Et c'est profondément idéologique, puisque Tidar a raison. La vraie information va main en main avec la démocratie. Et c'est dans les endroits où on perd le travail journalistique des médias qui fonctionnent, on va plus vite vers l'autocratie et éventuellement vers la guerre aussi. On l'a vu dans certains endroits. Donc coupe de ces financements de l'administration américaine, ça a été énorme, et pour les médias régionaux aux États-Unis, plein de publications locales qui ont dû fermer, qui étaient soutenues par des fonds publics, mais bien sûr Voice of America, PBS, qui soutenait dans le monde des médias, des journalistes qui travaillaient dans des conditions difficiles, sans soutien, et qui en sont maintenant livrés à eux-mêmes. Ça, c'est un facteur. L'autre, c'est que, je ne sais pas, vous parliez d'IA aussi, Elon Musk est en train de voir avec ses équipes s'il peut transformer son IA, le Grok, pour qu'elle réfléchisse comme lui, sans se baser sur les faits avérés et les datas qui existent. C'est extraordinaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle administration américaine, tout ce dont on vient de parler, tout ça est amplifié infiniment par les actions du nouveau gouvernement, par les pouvoirs qu'il donne aux nouvelles plateformes, Meta qui arrête leur fact-check. Enfin, c'est amplifié à une rapidité très alarmante. Donc le combat est...
avant c'était un métier, je pense que c'est vraiment devenu un combat et ça le devient de plus en plus et vous avez raison. C'est bien sûr par les TikTok par exemple. Je vous disais, notre travail au fond reste le même, qui est d'aller chercher l'information, d'aller filmer ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer et ensuite de le transmettre. Maintenant, c'est juste la façon dont on essaie de le transmettre. Avec TikTok, des formats qui nous permettent aussi de faire un peu plus de déontologie, de montrer un peu plus de transparence, comment on a travaillé, comment on a trouvé les choses, d'apporter un lien plus direct finalement avec le consommateur. La boîte noire. Pour donner aussi confiance. Notre marque suffisait sans doute pour la génération qui regarde encore la télé mais qui disparaît rapidement, mais elle doit se créer à nouveau avec cette nouvelle génération et c'est par ces plateformes-là. Mais donc nous sommes otages aujourd'hui, nous qui étions un peu rois du cable il y a encore 20-30 ans, nous sommes aujourd'hui otages de ces plateformes-là et Pierre l'a très bien dit, des plateformes des géants de la tech américaine, bien sûr. Merci beaucoup. Je ne sais pas si à ce stade du débat, il y a des questions. Je vois une main qui se lève, plusieurs. Voilà, il y a un micro qui va passer. Ce que je vous demande, c'est juste de vous présenter en une phrase et de poser votre question la plus courte et précise possible. Merci par avance. Sabotage. Guylaine Alajouanine, je suis administrateur SDL au journal Le Monde, mais aussi les Échos avaient titré pendant le Covid Madame Télémédecine. Donc je suis une pionnière de la télémédecine. Je suis celle qui a inventé la télééchographie satellitaire, c'est-à-dire en fait faire voyager les datas, les données, plutôt que les patients. Donc ma question naturellement ira à Stanislas, que j'admire, mais au monde on a créé un comité d'éthique et de déontologie. Ok, première question, est-ce que vous en avez créé un? Et deuxièmement, au niveau de la désinformation, simplement vous dire que de Marange, quand on lui posait la question quels sont les plus grands dangers du monde en 93, il répondait la désinformation, la désinformation, la désinformation. Donc, il faut réhabiliter le droit et pourquoi pas demain une cour internationale contre la désinformation. Merci pour votre question. Bien sûr, je souscris à 100% à votre deuxième point, notamment en santé. Sur votre premier, en fait, nous, aujourd'hui, on a un comité d'éthique médicale, on a des comités scientifiques, on a un comité à mission, puisqu'on est devenu entreprise à sa mission, dans nos statuts, améliorer le quotidien des soignants, l'accès aux soins et la santé des gens. Et on est la première technologie au monde à co-construire avec les soignants. On a 200 000 soignants qui co-construisent notre technologie avec nous. Et donc, clairement, ça fait partie... C'est l'un des éléments clés de l'engouement de Doctolib sur les 10 dernières années. Et là, je parle de mon secteur, mais c'est vrai dans d'autres secteurs. Je crois énormément en la construction avec les soignants ou avec d'un secteur en particulier. Et c'est sûr que c'est une des clés. Si on veut, encore une fois, gagner la bataille de l'usage, il faut des technologies extraordinaires et il faut se concentrer sur les gens. Et donc ça paraît un peu simpliste de le dire, mais il faut se concentrer sur les patients, les soignants dans mon univers, ou sur les gens dans d'autres univers. Qu'est-ce qui fait que ces patients et ces soignants, ils sont plus heureux, ils vivent mieux, ils sont en meilleure santé? Et donc si tu ne le co-construis pas avec les soignants, avec des comités scientifiques et éthiques, tu ne peux pas le faire. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, du côté du groupe Les Échos Parisiens, on a sorti il y a 2 ans, avant Le Monde en fait, et avant d'autres, une charte éthique pour la rédaction, une charte éthique pour l'utilisation. Et ça a été très libérateur, parce qu'une fois que ça a été cadré, on a aujourd'hui plus de 100 cas d'usage, par exemple, de l'IA aux Parisiens. Mais parce qu'a été fixée tout de suite l'idée que jamais rien ne sortirait, ne serait publié sans que ce soit écrit ou réécrit, ou en tout cas contrôlé par un journaliste, une journaliste, un journaliste. Parce qu'on sait bien que l'adoption de nouvelles modalités technologiques n'est pas toujours facile dans une rédaction où il y a quand même une certaine prévention parfois ou une inquiétude. Bon, donc ça a été très libérateur. Après, l'éthique, c'est un combat quotidien. C'est vraiment chacun des journalistes, on en a encore une fois plus de 700 dans le groupe, doit respecter une éthique, de rechercher une info, de la vérifier, de la publier et de ne pas être animé par des dessins personnels ou des fréquentations qui font que ça va déformer son rapport à la vérité. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très libérateur, c'est de poser une règle de fonctionnement.
le sujet qu'on a en permanence là, et ça a été très bien dit sur la désinformation, nous on l'a vécu, le site du Parisien a été à un moment détourné complètement par des intérêts qu'on ne va pas citer, mais bizarrement le Parisien devenait extrêmement anti-ukrainien d'un seul coup, alors que l'Ukraine n'est pas au cœur malheureusement des préoccupations du Parisien au quotidien, quoi. Donc il y avait vraiment de l'ordre de la désinformation active. Apprendre aussi les médias, apprendre à développer ce nous on appelle l'éducation aux médias au collège ou au lycée, ça paraît capital. Il n'y a parfois pas 1 heure de cours consacrée à quelque chose auquel les jeunes de 18-24 ans consacrent 4h21 par jour. Il faudrait peut-être donner 1 heure de cours avant pour dire voilà comment ça marche, voilà les biais cognitifs, voilà comment ça peut être utilisé par d'autres à des fins et avec des noirs dessins. Voilà, il faut éduquer, il faut former, sinon on ne sera pas à la hauteur. C'était une des propositions des États généraux de l'information dont Anne Perrault était membre du comité de pilotage. On a le temps pour une dernière question. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Robin Nardo, je suis étudiant en sciences politiques à Grenoble et aspirant journaliste. Alors, ma question, elle est principalement là... on est à quelques jours suite à un projet de loi qui vient d'être refusé, qui va passer en commission mixte paritaire sur la fusion de France Télévisions pour réduire les coûts, encore et toujours. Nous, jeunesse, et dans tout le pays en règle générale, on consomme beaucoup les médias les médias de France Télévisions, de Radio France, on y est très attaché, comme tous les autres. Hein, je tiens quand même à dire que je vous écoute tous, hein, mais Radio Classique aussi. Voilà. RTL aussi. Exactement. Mais vraiment, moi, je tiens à mon service public, je tiens à avoir une concurrence, je tiens à avoir la possibilité d'avoir un service public fort. Et Doctolib, c'est pareil, savoir que c'est pas une initiative d'État, que l'État n'a pas été là pour créer cette initiative-là, et dans tous les autres secteurs, à des dizaines et des dizaines de sites pour dire la même chose, qui ne se parlent pas parce que c'est des services différents. L'information se perd, et j'ai l'impression que l'État n'a pas envie et baisse les moyens chaque fois qu'on veut faire de la pédagogie dans nos services publics, ou même dans de l'information journalistique au public. Donc j'aimerais bien avoir toutes et tous votre opinion. Ça va être dur d'avoir toutes et tous, oui, puisque le temps est écoulé, malheureusement, qu'on n'a pas de représentant de l'État, mais David va vous répondre. Enfin, je voulais commencer, je suis sûr que Stanislas continuera sur la santé. J'ai senti un léger biais dans votre question. Vous avez parlé de réduction des coûts, je pense que ça n'a jamais fait partie du projet. Donc, je pense que c'est important, si vous voulez être journaliste, de prendre chaque problématique avec le plus de neutralité possible. Et là-dessus, ce que je voudrais juste dire, c'est que nous avons racheté RTL. On a la chance d'avoir François tous les matins pour parler d'économie sur notre antenne. Grâce au groupe M6, RTL est en pleine forme. On continue d'investir dans les programmes, on continue d'investir dans les animateurs. On a des moyens de réaliser cette croissance digitale. Si on n'était pas, si on s'était pas rapproché, si on n'avait pas rapproché nos forces, on ne serait pas du tout dans la même situation. Donc, honnêtement, c'est une conversation très franco-française. C'est totalement absurde d'avoir 2 directions financières, de multiplier les choses. Ça me paraîtrait tout à fait logique d'avoir un service public, et un service public puissant, et donc des médias publics puissants, mais rassemblés. Je trouve le débat, honnêtement, un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Je suis désolé d'être un peu direct, mais... Je suis désolé, on est obligé d'arrêter. Merci infiniment tous les 5. Cette session est terminée. Je laisse la place à ma consoeur Renée Mendy, de ces 2 débatteurs, Frédéric Faroche et Pierre Ferracci, qui vont venir parler de transition écologique.